Alors effectivement, le général Kujat s'est exprimé dans une interview hier qui a été reprise très largement sur Internet. Et le premier point qui a marqué les internautes, enfin ceux qui ont vu cette interview, c'est qu'il est le premier personnage de ce niveau à avoir annoncé un chiffre de morts au sein de l'armée ukrainienne, puisqu'il annonce 400 000 soldats morts. Alors d'autres sources parlent de 500 000, mais d'une façon générale, quand on regarde les personnages importants des États alliés, ils avaient un peu arrêté les compteurs à 100 000, ce qui paraissait être un chiffre fou. 400 000, ça correspond beaucoup plus à ce qu'annonçaient les Russes. Alors ça a beau être un soldat qui est à la retraite depuis plus de 20 ans, il est toujours en contact, évidemment, avec des personnes qu'il a pu former à l'époque, donc il dispose d'informations. C'est un personnage qui est très respecté en Allemagne, c'était le chef de l'armée de l'air allemande. Et donc, lui, il cite le chiffre de 400 000 morts. Pas blessés et morts, juste pour les morts. Donc on peut prendre ce chiffre au sérieux, ce qui est une catastrophe. Puisque même si l'armée ukrainienne a commencé à mobiliser, y compris des personnes plus âgées. Ce que ça veut dire surtout, c'est que la génération des personnes de 20 à 25 ans est relativement disséminée. Puisque l'Ukraine, c'est un pays de 40 millions d'habitants. Donc 400 000 morts, c'est 1% de la population. Donc ça veut dire que les tranches d'âge de jeunes hommes sont véritablement dans un état catastrophique. Et d'ailleurs, on voit que la mobilisation est très dure en Ukraine, puisqu'ils essayent, comme toujours, de récupérer des personnes, des nouveaux appelés dans la rue. Et les gens résistent, ils se battent même. Et plus personne ne veut partir à la boucherie. Et donc, la raison de cet échec, c'est le sentiment de boucherie. Pourquoi ? D'abord, on a un général qui connaît très bien l'armée de l'air. Et on sait très bien que dans une contre-offensive, il faut avoir le contrôle de la profondeur et le contrôle de l'air. Sinon, qu'est-ce qui se passe ? En fait, vous êtes canardé par les avions, en l'occurrence les avions russes, et vous n'avez très peu de possibilités d'avancer et de réaliser la contre-offensive. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et ça, toutes les personnes qui avaient étudié le profil disent, en réalité, on a le sentiment que la Russie a voulu consolider les positions et de rentrer dans ce qu'on appelle une guerre d'attrition, c'est-à-dire une guerre d'épuisement des hommes en face. Alors 400 000 morts, on peut véritablement parler d'épuisement, puisqu'il y avait 500 000 personnes au début de la guerre, plus 300 000 personnes qui étaient appelables, entre guillemets, en train d'être formées. On a donc plus de la moitié des personnes qui étaient mobilisables en Ukraine au début de la guerre qui sont mortes. Mais s'il y a 400 000 morts, ça veut dire qu'il y a plus d'1 million de blessés. Ça veut dire que même tous les appelés qui sont arrivés après ont été très largement blessés. Donc on est face à une armée qui est exsangue. Je ne pense pas que ce soit une armée qui peut facilement mobiliser aujourd'hui des mercenaires, parce qu'en fait, je pense que les opinions publiques ont compris que c'était complètement vain, que contrairement au message de toutes les télés, la Russie avait fait plus que résister, non seulement aux pressions économiques, mais également aux pressions militaires. Et elle avait été sage, la Russie. C'est-à-dire qu'au lieu de vouloir profiter de l'avantage après Barmout, ils ont continué à consolider la ligne de front, ce qui fait que c'est un front qui est quasiment infranchissable. Et d'autant que les Ukrainiens, je vous rappelle, qui avaient cassé le barrage sur le Dniepr, ne peuvent plus passer cette frontière naturelle aussi facilement. Et j'en profite pour dire que tous les équipements qui sont utilisés pour essayer avec des barrages flottants, enfin des ponts flottants, etc., sont des équipements du génie allemand. C'est-à-dire que les Allemands sont très très impliqués pour fournir des chars Léopard. Ils ont fourni beaucoup d'équipements de génie, et d'autres pays d'Europe plus à l'est ont fourni des MiG, qui semble-t-il, il y avait une trentaine de MiG qui auraient été détruits par la Russie. Donc on voit qu'il y a cette espèce de mythe du F-16 pour la contre-offensive, mais d'une part, il n'y a pas de pilotes ukrainiens qui sont formés. Il y a des pilotes européens, mais ça nécessite qu'ils deviennent, entre guillemets, mercenaires
pour piloter les avions. Les Américains les envoient quand même au compte-gouttes. C'est un avion qui a 40 ans. Alors même s'il a été amélioré, c'est quand même un vieil avion et qui est un avion assez douillet. Donc il faut des pistes parfaites. Il n'y a plus beaucoup de pistes parfaites en Ukraine. Donc on sent bien beaucoup de morts, des équipements qui sont détruits au fur et à mesure, que ce soit les Césars français qui ont été pratiquement tous détruits, les chars Léopard, les avions qui ont été fournis par les pays étrangers, les systèmes de défense antiaérienne. On a bien vu que les Patriotes, dès qu'ils ont été installés, ils ont tous été détruits. On n'entend plus parler de Patriotes, donc maintenant on parle de systèmes THAAD, mais les Américains n'ont pas tant que ça, et peut-être qu'ils ont plus envie de les mettre dans une autre région du monde en ce moment, ou dans d'autres régions du monde, puisque l'Ukraine n'est plus le seul champ d'opération et de guerre possible. Alors, donc, l'armée ukrainienne a perdu 400 000 soldats morts dans la bataille. En général, quand dans une guerre, vous avez 400 000 morts, ça veut dire que vous avez plus d'1 million. Vous avez au moins 3 fois plus de blessés graves. Donc, 400 000 morts plus 1 million de blessés graves, on a 1 million 400 000 personnes qui sont hors d'état de combattre pour un pays de 40 millions d'habitants. Donc l'Ukraine est exsangue en soldats et les gens ont peur d'aller au front. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les Russes, au fur et à mesure où ils ont avancé, ils ont consolidé le front. Donc en réalité, maintenant, la Russie est dans une position qu'elle apprécie, qui est la position d'une armée de défense. La Russie n'est pas une armée d'attaque ou de conquête, c'est une armée de défense. Et elle attend que l'ennemi se brise sur ses lignes de défense. Je ne vais pas parler des batailles légendaires des Allemands qui se sont brisés sur les défenses russes. Et ensuite, une fois que l'armée ennemie est exsangue en hommes, en matériel, en équipement, elle peut dérouler, entre guillemets, selon les objectifs militaires qu'elle a. Et on est exactement à ce moment du conflit. Donc les analystes militaires se disent trop de pertes, plus aucune mobilisation des hommes. La presse internationale qui commence à dire la vérité, c'est-à-dire l'échec complet de cette guerre qui était censée être gagnée en quelques semaines économiquement et militairement contre la Russie. Donc plus de possibilité de motiver les opinions publiques à justifier les milliards d'argent qui sont déversés dans un pays qui, par ailleurs, l'Ukraine, est connu pour son très fort niveau de corruption. Et pas corruption que pour l'argent, mais corruption également pour les armes, qui se retrouvent un peu partout en Europe, voire même dans le monde. Donc on est clairement face à un échec. En revanche, quand un personnage aussi élevé dans un pays qui soutient encore complètement jusqu'au sommet de son État et au sommet de l'Union européenne, Zelensky et l'aide à l'Ukraine, puisque depuis cet entretien de Koujat, il y a eu le patron de l'OTAN, Stoltenberg, qui a parlé et qui a dit qu'il fallait absolument continuer à aider l'Ukraine. Les Américains continuent à donner des milliards à l'Ukraine et c'est confirmé. Même les républicains continuent à donner. Donc, moi, je n'écoute pas ça avec énormément d'attention parce que ça me confirme dans mon analyse que l'Ukraine a perdu. Mais l'Ukraine reçoit en ce moment des missiles qui peuvent frapper de plus en plus en profondeur. Ces missiles peuvent frapper les grandes villes russes. Ces missiles frappent des équipements importants, des bateaux, etc., des navires dans la région de Sébastopol. Ils pourraient frapper des villes, même comme Saint-Pétersbourg. Il pourrait y avoir une catastrophe. Et donc on sent que cette armée qui a perdu, mais qui est prête à tout, pourrait faire des actes complètement inconsidérés pour provoquer l'embrasement. Je rappelle quand même que Zelensky, à chaque fois qu'il en avait l'occasion, par exemple quand il y avait un de ses missiles, c'est ce qu'on a découvert un peu plus tard, qui avait tué 2 Polonais, il avait essayé d'obtenir l'exercice de l'article 5. Donc Zelensky, effectivement, quand on le voit à la télé, il accuse le coup quand le chiffre de 400 000 morts sort, il accuse le coup quand il sent qu'il y a une hésitation à l'aider, mais il prend
entre guillemets, un peu de poudre de perlimpinpin qui lui donne beaucoup d'énergie, et il repart et il réussit à continuer à jouer comme si il allait enfin gagner la guerre. Et juste à titre anecdotique, sur les réseaux sociaux en ce moment, il y a cette espèce de nouvelle stratégie de communication qui est de dire on a fait croire aux Russes qu'on avait lancé une contre-offensive. Comme tout le monde l'a constaté, on n'a pas lancé de contre-offensive. Cette contre-offensive arrive. Mais les Russes se sont épuisés à croire et à avoir cette espèce de stress de notre contre-offensive. Donc on est face à des gens qui sont extrêmement malins, qui essayent tout le temps de troubler et de tromper les opinions publiques en racontant l'inverse de ce qu'ils pensent. Je ne pense pas que ce soit le cas de ce général, mais je suis toujours extrêmement circonspect quand une information comme ça est diffusée aussi fort sur les réseaux sociaux. On sait très bien que les réseaux sociaux ont des algorithmes qui ne privilégient pas ce qui n'est pas dans le discours, entre guillemets, de l'OTAN, des États-Unis et de l'Union européenne. Donc, les Russes, l'armée russe, évidemment, ne va pas tomber dans le piège. Il est clair que s'ils font croire que l'Ukraine est en train d'être abandonnée, c'est qu'il va se passer quelque chose de pire que précédemment. Puisqu'effectivement, la contre-offensive n'a pas marché. Donc, ils risquent, les Ukrainiens et leurs alliés, de dire « Ok, peut-être on va négocier la paix ». En réalité, ils n'en ont pas l'intention du tout. Dès mars, il y avait une négociation de paix et les Russes se sont pris Boutcha, c'est-à-dire que les Russes ont été accusés de barbarie. On sait que c'est faux, mais ça a été une campagne mondiale qui a soulevé les opinions publiques et qui a permis d'injecter des milliards et des milliards en Ukraine. Donc je ne sais pas ce qui va se passer cette fois-ci, mais je n'ai aucune confiance puisqu'il est clair, malheureusement, que ces gens-là veulent faire du mal à la Russie. Il se passe en ce moment des choses en Géorgie, il se passe des choses au Kazakhstan, il se passe des choses en Ouzbékistan. Évidemment, il continue à se passer des choses en Arménie, entre l'Azerbaïdjan, la Turquie, etc. Moi, je ne suis pas du tout rassuré de la situation en Asie centrale. Et je pense que la guerre protéiforme contre la Russie, et qui n'a évidemment pas réussi avec l'Ukraine seule, pourrait avoir une multiplication des brasiers au cours des prochains mois. Donc cette discussion et cette phrase de Koujat est peut-être pour donner l'impression aux Russes que l'accalmie arrive, alors qu'en réalité c'est la tempête qui arrive. Alors, moi, je vous parle de France. En France, aujourd'hui, la préoccupation par rapport à l'Ukraine est véritablement passée au second plan. Donc, il y a encore quelques télés qui continuent à en parler et qui considèrent que ce qui se passe en Ukraine est important. Mais d'une façon générale, les médias français regardent moins. J'imagine que c'est vrai, à part en Pologne, en pays qui sont vraiment en bordure de l'Ukraine, on a véritablement une baisse de l'intérêt médiatique compte tenu de ce qui est en train de se passer en Israël, à Gaza et en Cisjordanie. Les regards sont plutôt dans cette direction. Donc on a une forme de désintérêt. Évidemment, quand quelqu'un comme ça annonce des chiffres aussi importants, il dit 400 000 morts, il dit un échec complet. Alors d'un seul coup, les gens se rappellent que depuis 4 mois, on a d'une part Zelensky qui annonce une contre-offensive qui va vraiment surprendre tout le monde. On a l'OTAN qui avait annoncé l'envoi d'armes lourdes, l'envoi d'avions, la formation de centaines et de milliers de soldats dans les différents pays de l'OTAN, y compris en France. Et surtout, Zelensky qui ne veut pas faire ses élections présidentielles l'année prochaine en expliquant qu'il ne peut pas y avoir d'élections présidentielles en Ukraine compte tenu de la guerre et du fait qu'une partie du pays est occupée et que ce serait très compliqué en fait d'obtenir une élection valide dans ces circonstances, puisqu'évidemment l'Ukraine ne reconnaît pas que les républiques du Donbass et la Crimée, alors ça fait beaucoup plus longtemps, mais les républiques du Donbass sont rattachées à la Russie depuis maintenant plus d'1 an. Donc on a je pense, l'intégralité des personnes qui continuent à suivre
au cours du dernier mois, mais qui ont continué à suivre pendant l'été, qui savent, mais en réalité, qui savent depuis mars 2022 que l'Ukraine a perdu cette guerre. D'ailleurs, dès mars 2022, les personnes raisonnables en Ukraine voulaient signer la paix immédiatement. Comment est-ce qu'on peut considérer qu'un pays nucléaire, en l'occurrence la Russie, peut perdre une guerre dans laquelle elle se lance? La Russie est rentrée dans cette guerre qui n'est pas une guerre, une opération spéciale avec des objectifs très précis. L'opération spéciale russe, c'est de démilitariser une zone considérée comme dangereuse à la frontière de la Russie en Ukraine. C'est quasiment fait. De limiter au maximum la possibilité militaire de l'Ukraine, de façon générale, d'être un pays dangereux, c'est quasiment fait, puisque même c'est une grosse partie des stocks de l'OTAN qui ont été détruits pendant cette phase. De dénazifier l'Ukraine, et ça, les Russes ont prouvé qu'il y avait beaucoup de nazis en Ukraine, et on l'observe au quotidien, à la fois dans l'attitude vis-à-vis des personnes dans le pays, vis-à-vis de l'absence d'élections, vis-à-vis de l'absence de médias d'opposition en Ukraine. Je vous rappelle quand même qu'il n'y a plus de médias d'opposition. Il n'y a plus de partis d'opposition. Et pourtant, Zelensky ne veut pas faire des élections parce que même au sein de son parti, il y a des gens qui voudraient le remplacer. Donc on a vraiment une guerre de chefs. Et c'est pour ça qu'en fait, les uns après les autres se dénoncent pour des raisons de corruption. Donc pour l'instant, Zelensky échappe, mais combien de temps il va y échapper? Puisqu'on sait qu'il y a des informations qui vont sortir vraisemblablement aux États-Unis avec le gros scandale de la société de Bitcoin FTX et Sam Bankman-Fried, où il y a eu des centaines de millions, en réalité des milliards, qui étaient censés aller en Ukraine en Bitcoin venant des États-Unis et dont une partie, semble-t-il, revenait pour nourrir les caisses du candidat Biden et des démocrates d'une façon générale. Alors ça, c'était cette société. Mais au moment où le scandale a éclaté, il éclatait entre autres parce qu'il y avait beaucoup de mouvements vers l'Ukraine. Alors que c'est donc une société qui est très liée au pouvoir en place aux États-Unis. Et on sait qu'en Ukraine, les corrompus, entre guillemets, sont de plus en plus friands de monnaie virtuelle parce que beaucoup d'entre eux se sont fait prendre avec des tonnes de cash, des valises. On se rappelle de cette femme d'un député ukrainien qui avait 27 ou 30 millions de dollars dans des valises à la frontière avec la Hongrie. Tout ça pour dire que les gens qui suivent sérieusement savent que ce que dit le général Kujat est vrai. Mais les gens qui suivent ne savent pas la nature des nouveaux missiles et la quantité de missiles qui sont livrés par la France, par l'Allemagne et par les États-Unis et l'Angleterre. On ne sait pas réellement leur nombre, on ignore véritablement leur portée et s'il y aura des F-16 pour les envoyer, ce qui accroît la portée, mais également les missiles sous-marins. Donc les torpilles, puisqu'on sait qu'il y a eu déjà des dégâts avec des drones sous-marins qui ont attaqué en fait des navires russes et donc aussi des drones. Donc le risque en réalité c'est missiles et drones et ça on n'en sait rien. C'est des actions d'éclat en fait. Sur le terrain, il va y avoir un statu quo, c'est clair, mais des actions d'éclat avec beaucoup de civils ou des installations clés détruites, ça pourrait arriver. On sait qu'il y a des drones qui ont été interceptés, des drones ukrainiens qui étaient envoyés vers des dépôts de déchets nucléaires en Russie. Donc comment ils savaient où étaient les dépôts nucléaires, quel était l'objectif réel, on ne le saura pas, mais si ça a été tenté une fois, ça pourrait être tenté une deuxième fois. Alors, pour faire une contre-offensive de terrain, comme l'affirme Zelensky, il a besoin d'armes lourdes, donc de chars. Il a besoin de canons qui peuvent tirer en profondeur pour déstabiliser les lignes de défense
russe en l'occurrence, mais surtout, il a besoin d'un contrôle aérien. Donc petit 1, il a besoin de faire en sorte que les hélicoptères et les avions russes n'osent pas aller dans les airs. Donc pour ça, il aurait besoin de systèmes antimissiles efficaces. Donc si le Patriot Ley ou tous les systèmes Crotale et autres qui ont été fournis par les Scandinaves, par les Allemands, par les Français, par les Anglais, mais on sait que c'est pas efficace, hein, que les Russes continuent à avoir le contrôle du ciel et continuent à se déplacer dans le ciel. Donc ils n'ont pas d'avion et ils n'ont pas de système pour rendre, entre guillemets, le ciel, le contrôle aérien impossible pour les Russes. Et on sait très bien que, aussi bien lors de l'offensive russe que dans la défense de la contre-offensive ukrainienne, les hélicoptères russes ont été redoutablement efficaces. Et c'est pour ça d'ailleurs que les missiles qui ont été livrés par les Occidentaux essaient de viser principalement les aéroports et les bases aériennes où sont stationnés les hélicoptères et les avions russes dans le Donbass. Et c'est en particulier à côté de Melitopol, à côté de Mariupol, où sont basés les hélicoptères. Et il y a pas mal de missiles au cours des dernières semaines ukrainiens qui ont visé en fait ces emplacements pour essayer de limiter la possibilité des Russes d'utiliser des hélicoptères, les hélicoptères lourds russes qui empêchent réellement toute contre-offensive, puisque les chars peuvent être détruits par ces hélicoptères. Et on a vu beaucoup d'images sur les réseaux sociaux qui montraient l'efficacité des missiles sur les hélicoptères pour détruire, y compris les chars Léopard. On est dans une période humide. En ce moment, il pleut beaucoup. Donc c'est extrêmement compliqué de faire une contre-offensive. Maintenant, il faut attendre véritablement les premiers grands froids. Donc il va falloir attendre l'hiver. Et on sait que les chars Abrams qui ont commencé à être livrés ne sont pas du tout des chars adaptés aux conditions hivernales en Russie. Des chars très sophistiqués, des chars très sensibles et qui sont plutôt des chars d'été. Donc on a en réalité une longue fenêtre dans laquelle une contre-offensive sérieuse n'est pas possible. Encore une fois, je pense que la stratégie de Zelensky, c'est une stratégie de coup d'éclat. Zelensky est un communicant. Donc je vous rappelle quand même à quel point l'Occident avait parlé de cette toute petite île dans la mer Noire comme si c'était quelque chose d'extrêmement important. Alors qu'en réalité, on se rend compte que ça n'a aucun intérêt stratégique. Donc, ils vont essayer de monter en épingle un succès. De quelle nature il sera, je ne sais pas. Pour l'instant, ils n'ont eu aucun succès. Au contraire, les Russes continuent à consolider leur position et à prendre des villes et à assurer la défense ferme, entre guillemets, de la ligne au Donbass. En fait, je pense que la stratégie principale des Russes aujourd'hui, de l'armée russe, c'est d'éviter que la ville de Donetsk ne soit frappée quotidiennement par des bombes et des missiles. Parce qu'en réalité, le rôle principal de l'opération spéciale, comme j'avais dit, c'était de limiter, mais c'était surtout de sauver ce peuple du Donbass qui était en train d'être exterminé, qui avait une vie cauchemardesque sous les bombes depuis 2014, donc pendant 8 ans, sous les bombes de leurs frères ukrainiens, puisque tout ça sont des nations frères et sœurs. L'Ukraine, le Donbass et la Russie, c'est la même famille. Alors, encore une fois, il y a deux choses. Les paroles du général, évidemment, elles sont très entendues dans les réseaux sociaux, amis de la Russie. Les gens qui écoutent depuis le début des informations qui disent, entre guillemets, la vérité. Mais ce qu'a dit le général ne va pas passer dans les médias occidentaux. Comme les médias occidentaux parlent un peu du nombre de victimes importantes, ils évoquent, entre guillemets, l'échec de la contre-attaque, mais ils pensent qu'il y a tellement de moyens et que maintenant la Russie est quand même véritablement affaiblie, que les sanctions ont un effet. Je vous rappelle qu'il y a un nouveau train de sanctions très important que les Américains ont initié il y a une semaine ou deux sur le gaz liquéfié russe.
Donc jusqu'à présent, il y avait beaucoup de pays européens qui continuaient à acheter du gaz liquéfié russe. La France, d'ailleurs, était le 3e client de la Russie pour son gaz liquéfié. Là, maintenant, c'est interdit. Donc ça va être très compliqué pour l'Europe de continuer à se fournir en gaz de bonne qualité parce que le gaz liquéfié russe est bien meilleur que le gaz liquéfié américain. Ce n'est pas du tout le même type de gaz. Les Russes liquéfient le gaz qu'ils nous vendaient avec Nord Stream, alors que les Américains, c'est du gaz dit de roche-mer, donc c'est du gaz de schiste qui n'est pas du tout de bonne qualité. Donc on ne va plus du tout avoir ce type de gaz. Donc pour l'Europe, l'intérêt, et pour l'Allemagne, serait très vite de régler ce problème avec l'Ukraine le plus vite possible pour pouvoir renouer économiquement avec la Russie. Mais on voit bien que les Américains n'en ont pas du tout l'intention, puisqu'ils continuent à sanctionner la Russie et ils continuent à séparer la Russie de l'Europe. Donc je pense que les médias ne vont pas faire écho du tout de ça. Les gens sur les réseaux sociaux vont essayer d'en parler beaucoup, mais ils ne touchent que 10 à 20% des populations. Donc on va continuer à avoir la plupart des opinions publiques qui auront une image très négative de la Russie, très négative de l'armée russe, très négative de Poutine, parce qu'en fait, les choses se cristallisent autour d'événements comme Boutcha, etc. Et on voit ça dans chaque guerre. C'est-à-dire qu'en fait, ceux qui détiennent les médias, et ce qui n'est pas le cas de ce général Koujat ou de la Russie en Europe, ils contrôlent le narratif. Donc lui a parlé, il a eu beaucoup de courage, ça a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, mais ça ne touche pas les peuples. Ça n'atteint pas du tout les peuples. Ça reste sous le radar. Et donc la prise de conscience de cette catastrophe, elle est pas du tout significative. Et à tout moment, il pourrait se passer quelque chose qui inversera la perception. Il pourrait y avoir un false flag, il pourrait y avoir une catastrophe quelque part et qui inversera la perception. Je vous rappelle que depuis des mois et des mois, il y a quand même des missiles, par exemple, qui sont envoyés par l'Ukraine dans la direction de la centrale de Zaporijjie, qui est la plus grande centrale nucléaire d'Europe, et qui est contrôlée et protégée par les Russes. Je vous rappelle que le plus grand barrage sur le Dniepr a été détruit par les Ukrainiens, avec toutes les catastrophes qui s'en sont suivies en termes d'inondations, de déplacement de population, etc. Donc on n'est pas à l'abri de très mauvaises surprises au cours des mois. Et surtout, d'un point de vue énergétique, je ne sais pas du tout si l'Ukraine pourra chauffer ses citoyens cet hiver, s'ils auront accès aussi facilement à l'électricité, parce que je pense que toute l'Europe, il y a une inflation qui est considérable en Europe, et les peuples sont vraiment, les personnes pauvres sont en train de souffrir considérablement. Et ça, c'est beaucoup plus engageant pour les personnes politiques. C'est le sentiment que la bouillotte est en train d'exploser. Et là, avec ce qui se passe en ce moment, les populations musulmanes en Allemagne, les populations musulmanes en Angleterre, les populations musulmanes en France, qui sont montrées du doigt comme étant dangereuses, puisque c'est un peu le narratif actuel, elles commencent aussi à se sentir mal à l'aise, entre guillemets. Et donc on a vraiment un profond malaise en Europe qui est lié à l'inflation, qui est lié à l'insécurité, qui est lié à la haine qui est attisée entre les religions. Le grand succès de la Russie, c'est d'avoir réussi à mettre ensemble des religions que partout ailleurs, on explique qu'elles ne sont pas faites pour être ensemble. En Russie, ça fonctionne. L'armée tchétchène, qui est véritablement musulmane et qui est très fière de la religion, combat aux côtés de l'armée russe partout et accepte de prendre des missions extrêmement périlleuses pour la Russie qui est chrétien orthodoxe. Donc, c'est pas du tout le cas en France. On avait vu les émeutes avant l'été dans les banlieues. Il est très possible qu'on ait ça au cours des prochaines semaines. Donc, encore une fois, ce que dit ce général, ça ne sert pas les intérêts des gouvernements, ça ne sert pas l'intérêt du narratif, et donc on ne va pas l'entendre. Vous l'entendez beaucoup en Russie,
parce qu'évidemment, vous partagez cette information. En France, en Allemagne, uniquement les gens qui ont les yeux ouverts entendent les informations qui sont vraies. Et la censure, je vous rappelle, c'est quelque chose qu'il faut véritablement mesurer. La censure en France, la censure en Allemagne est considérable. C'est-à-dire que quelqu'un comme moi, qui était régulièrement invité dans les médias, maintenant, je suis de moins en moins invité dans les médias français parce que je fais partie de listes fournies par l'État français qui disent que je ne dois pas participer à des émissions grand public. Donc j'étais par exemple invité dans une émission grand public et quand mon nom a été présenté au service juridique du groupe en question, le groupe a dit « Ah non, non, mais lui, il ne peut pas venir. » Interdit. Donc on est dans un pays dans lequel, à pas feutrer, la dictature s'installe. Parce que la dictature, elle s'installe quand les gens n'ont plus le droit de s'exprimer librement. La première conclusion, elle est très claire pour l'Occident. C'est que la Russie est un pays extrêmement fort, extrêmement organisé. C'est un pays qui a été plus que résilient économiquement, puisqu'alors que l'Allemagne est en récession, la France approche de la récession, l'UE plus généralement approche de la récession. Non seulement la croissance revient en Russie, mais c'est pas simple, hein, je ne suis pas en train de dire que pour la Russie tout est bien. La Russie n'a pratiquement aucune dette, alors qu'elle a été, on lui a confisqué, l'Europe et les États-Unis ont confisqué plus de 300 milliards à la Russie, plus de l'or. Donc au total, il y avait à peu près 600 milliards entre les dollars, les euros, etc., d'argent qui ont été confisqués aux Russes au début de l'opération spéciale et que maintenant l'Occident voudrait bien attribuer à l'Ukraine pour continuer à financer l'Ukraine à fond perdu. Donc la première chose, c'est que la Russie, économiquement, est solide et qu'elle a su trouver tout de suite des débouchés pour son gaz, pour son pétrole, vers l'Asie et vers de nouveaux acteurs économiques. Et d'ailleurs, souvent, c'est par ces acteurs économiques que le pétrole et le gaz revenaient beaucoup plus cher en Europe. C'est-à-dire que non seulement les prix avaient monté, mais les acteurs en question prenaient des marges. Et la deuxième chose, c'est, et ça c'est quelque chose que beaucoup de gens n'avaient pas mesuré, c'est que d'une part, d'un point de vue conventionnel, l'armée russe qui était véritablement dans un mauvais état à la fin des années 90, aujourd'hui est une armée très organisée. C'est une armée qui est moderne, qui sait utiliser très vite toutes les nouvelles technologies. On a vu avec l'utilisation des drones, on a vu avec l'utilisation des systèmes de brouillage, mais surtout, c'est une armée qui fait peur, qui fait trembler le monde entier à cause de ces armes nucléaires qui sont très rapides, Sarmat. Donc, qui voudrait attaquer un pays qui dispose d'armes qui sont inarrêtables? La Russie, comme le disait Vladimir Poutine, a aujourd'hui, au-dessus de la mer Noire, des avions bombardiers lourds qui sont équipés de missiles Kinjal et qui peuvent tirer à tout moment à plus de 10 000 km/h avec une autonomie de plus de 1000 km minimum. On sait que c'est sans doute 1005 ou 2000 km. Donc la Russie est un pays qui aujourd'hui, militairement, apparaît comme invincible. Si jamais il y avait un débordement du conflit, et conventionnellement, les chars russes sont excellents, les nouveaux chars, les systèmes et la stratégie avec les missiles est véritablement solide, mais surtout la Russie a montré qu'elle disait ce qu'elle faisait et qu'elle faisait ce qu'elle disait. Je vous rappelle qu'au cours des 2 dernières années, il y a eu des actes de guerre flagrants. Nord Stream 1 et Nord Stream 2 ont été sabotés. Il y avait des biolabs qui ont été trouvés en Ukraine. Le pont de Kerch a été attaqué par 2 fois. Il y a eu des tentatives d'attaque du Kremlin avec des drones. Eh bien, la Russie est restée calme. Elle n'est pas sortie de ses objectifs alors que des personnes voulaient provoquer la Russie. Et donc ça, c'est la troisième chose. La Russie est un pays qui est solide économiquement. La Russie est un pays qui sait se défendre conventionnellement, mais qui a montré qu'elle avait des armes
inarrêtable, non conventionnelle. Et surtout, la Russie a montré qu'elle était une force tranquille. C'est-à-dire qu'indépendamment de tout ce qui se passe, il n'y a pas d'excitation, il n'y a pas de surréaction. Parce qu'il s'est passé quand même un événement majeur au cours des derniers mois. Il y a eu une tentative de coup d'État en Russie avec Wagner. Et pareil, ce coup d'État était parfaitement maîtrisé par la Russie, malgré le fait que tous les médias annonçaient un écroulement très rapide de la Russie. Non seulement ça a été maîtrisé, les personnes qui avaient participé au coup d'État ne font plus partie de l'équation militaire aujourd'hui. Les pays africains n'ont pas été désavantagés, puisqu'immédiatement, il y a eu des solutions alternatives qui ont été proposées pour former leurs soldats, pour protéger les pays, pour les équiper. Donc la Russie, elle tient ses engagements indépendamment de toutes les situations auxquelles elle a eu à faire face au cours des 2 dernières années. Donc c'est la leçon que peut en tirer l'Occident, c'est que la Russie veut la paix. Elle dit ce qu'elle fait ce qu'elle dit. Et donc, elle va continuer à s'assurer qu'il n'y a pas d'armes en Ukraine qui puissent faire du mal à ces villes. Et malgré les provocations continuelles de l'OTAN au cours des derniers mois, la Russie reste extrêmement froide, calme, patiente et d'une certaine manière sûre de son destin. Mais évidemment, ce qui est en train de se passer en Asie centrale préoccupe la Russie. Et on a bien vu le vol de nuit de Vladimir Poutine et une grande partie de la diplomatie russe, puisqu'il n'était pas seul à partir au Kazakhstan. Il est parti avec Lavrov, il est parti avec Peskov, il est parti avec une grande partie de l'état-major russe pour montrer à quel point le Kazakhstan est important, puisqu'on sent qu'en ce moment, il y a une véritable lutte d'influence au Kazakhstan avec l'OTAN qui essaie, comme ils le font à chaque fois, de commencer avec une petite base d'entraînement. On sait également qu'au Kazakhstan, il y a des biolabs et on se rappelle que fin 2021, début 2022, il y avait eu une tentative de révolution, de coup d'État au Kazakhstan, qui avait été assez vite matée. Mais je pense que le président du Kazakhstan s'en rappelle. Et comme il voit que l'Occident est prêt à tout, peut-être qu'il discute un peu plus qu'il ne devrait discuter avec l'Occident. Mais je voudrais juste souligner une chose. Il y a eu un discours de Vladimir Poutine qui a dit, à peu près textuellement, que le Kazakhstan n'était pas un partenaire stratégique de la Russie, c'était le partenaire le plus stratégique de la Russie. Et c'est très important, parce qu'il n'a pas parlé de son amitié ou pas avec le président du Kazakhstan, il n'a pas parlé des peuples, il a parlé du pays. Ce qui veut dire que si quelqu'un ou un pays voulait s'aventurer à changer la donne au Kazakhstan, la Russie ne laisserait pas faire. Peu importe la décision que prendrait un gouvernement au pouvoir au Kazakhstan. Donc, d'une certaine manière, Vladimir Poutine a tracé une ligne rouge comme il n'en avait jamais tracé en Ukraine. Puisqu'on a vu qu'il y avait eu un changement de parti en Ukraine et la Russie n'avait pas réagi. Elle a réagi quand les peuples du Donbass l'ont appelé au secours. Là, la Russie dit non, on n'attendra pas qu'il y ait des partis du Kazakhstan qui essaient de dire qu'ils se sentent proches des Russes. C'est l'intégralité du Kazakhstan qui est stratégique pour Moscou. Alors, il y a eu plusieurs fois au cours des derniers mois où des militaires, des experts se sont exprimés très largement sur la défaite évidente de l'Ukraine. Moi, je ne me rappelle pas, depuis mars 2022, un mois, sans que des militaires, des experts allemands, américains, français, de tous les pays du monde disent « Mais qu'est-ce qui se passe ? L'Ukraine a perdu, l'OTAN ne pourra pas permettre à l'Ukraine de gagner quoi que ce soit. La Russie obtiendra les résultats qu'elle veut et il va y avoir uniquement le sang qui va couler. » Cette fameuse expression, se battre jusqu'au dernier Ukrainien. Je pense que c'est ce qui est en train de se passer, mais on s'approche du moment où c'est le dernier Ukrainien. C'est pour ça que j'ai peur d'un espèce de coup de Trafalgar. Je vous rappelle quand même, à titre indicatif, que un an avant que l'opération spéciale russe commence,
il y avait des velléités très fortes de Zelensky d'équiper son armée d'armes nucléaires. Donc ils avaient fait une demande pour sortir du traité de non-prolifération des armes nucléaires qui avait été signé en Bulgarie. Et il y avait déjà des gens français du CEA et d'autres pays qui commençaient à discuter de la manière avec laquelle ces choses-là pourraient être mises en œuvre. Donc on sent qu'on a quand même un président qui est président élu, mais c'est quand même un comédien. On a remarqué depuis le début de l'opération qu'il avait tendance à très bien lire ce qu'on lui demandait de lire. Et quand on entend le président Biden, quand on entend le président Macron, quand on entend la présidente du Conseil européen, mais de la Commission européenne, et quand on entend le patron de l'OTAN, Stoltenberg, qui parlait aujourd'hui, on n'a pas véritablement l'impression qu'ils vont arrêter d'aider l'Ukraine. Et je tiens à dire également qu'au moment où il y avait un blocage sur le budget américain, que les républicains bloquaient le budget et voulaient suspendre l'aide à l'Ukraine, le Pentagone a fait savoir qu'il utiliserait ces lignes de budget qui lui sont propres, qui ne dépendent pas du tout puisque c'est le budget qu'il a entre les mains, pour continuer à aider l'Ukraine. Donc ça dépasse le champ politique des différents pays. On sent bien qu'on est dans une guerre qui est considérée comme vitale par un certain nombre d'acteurs. Donc je ne pense pas que ça va s'arrêter, même si la raison voudrait que l'Ukraine signe une paix rapidement. Ce que disait d'ailleurs Stoltenberg, c'est qu'il faut donner le maximum d'armes à l'Ukraine pour qu'elle ait des succès sur le champ de bataille, pour obtenir quelque chose de la Russie. Enfin, on est dans un délire complet. Alors, pour que l'Occident puisse forcer d'une manière ou d'une autre l'Ukraine à entamer des pourparlers de paix, il faudrait que les États-Unis le veuillent. Aujourd'hui, les pays européens sont complètement dépendants des États-Unis. Les pays sont tous totalement endettés. Donc si les taux d'intérêt montaient plus en Europe, ce serait une catastrophe immédiate compte tenu du volume des dettes. Ils ont besoin de l'énergie qui est fournie par les Américains ou qui est contrôlée par les Américains, puisque les Américains contrôlent les voies de navigation en ce moment. Et c'est quand même le gaz américain qui est le principal gaz aujourd'hui que reçoivent les pays européens. L'OTAN, c'est les États-Unis. Et donc, c'est la plupart des armées européennes. Donc, si l'OTAN, donc les États-Unis, décident que cette guerre doit continuer, c'est difficile d'imaginer que les pays n'adhéreront pas à ça. Mais imaginons que les Américains se disent « pourquoi pas ?» Il faudrait que les Polonais, que les Allemands, que les Anglais, que les Français, pour prendre les 4 principaux pays qui ont des velléités agressives vis-à-vis de la Russie aux côtés de l'Ukraine, décident également de s'arrêter. Il suffirait qu'un seul pays, par exemple la France, qui est à la pointe de la haine contre la Russie. Je vous rappelle quand même que le président Macron, qui, entre guillemets, allait en Russie, soi-disant pour faire la paix, on a découvert après qu'il ne faisait ça que pour gagner du temps, pour empêcher en fait une offensive russe, alors que c'était l'hiver qui est la condition la plus favorable pour faire une offensive avec des chars, que sur les accords de Minsk 1 et Minsk 2, les Allemands et les Français avaient triché, entre guillemets, sur leurs paroles avec la Russie, puisque c'était pour armer l'Ukraine pour cette guerre, que la France est le pays qui a été à la pointe de la censure de tout ce qui concerne la Russie, avec l'interdiction d'RT, avec l'interdiction de Sputnik, avec l'interdiction d'une grande partie de médias russes. Je vous rappelle que les citoyens russes ont eu les plus grandes difficultés pour pouvoir utiliser leur carte bleue, pour pouvoir avoir une vie normale dans la plupart des pays européens, alors que pour les Ukrainiens, c'était beaucoup d'argent, beaucoup de chance, Donc il y a véritablement une envie d'en découdre. Les ministres français, au début de l'opération spéciale russe, parlaient de guerre. Et eux utilisaient, alors que Poutine parlait d'opération spéciale, les ministres français disaient que ce sera une guerre
totale contre la Russie, vous allez voir, la Russie va être très très vite à genoux. Et je vous rappelle également que le président Macron anime des réunions dans lesquelles il utilise tous les pays européens, qui y vont tous invariablement en espérant que la paix sera sur la table. Et le discours de clôture de chacune de ces réunions qui est prononcé par le président Macron est toujours un discours de guerre, un discours selon lequel il faut faire payer la Russie et un discours selon lequel il faut changer de régime en Russie. On sait très bien ce qui se passerait s'il y avait le moindre changement de régime en Russie. La Russie serait dépecée, elle serait détruite comme elle l'a été à l'époque de Helsinki. Et je pense que les Russes se rappellent très bien de cette époque où ils n'avaient plus d'armée, ils n'avaient plus de fierté. La plupart des entreprises russes ne servaient qu'à irriguer, entre guillemets, des comptes en Floride, en Californie ou à Londres, et éventuellement à Dubaï ou ailleurs. Et donc, évidemment, c'est quelque chose de vital pour la Russie de résister à ces Européens qui veulent détruire la Russie. La vraie question, c'est pourquoi une telle haine contre la Russie? Et ça, je pense que ce sera l'occasion d'une prochaine interview.